Bienvenue dans les conversations d'Anthropique, le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones, animé par Dominique Desjeux. Laurence Berthéa est une directrice d'études dans une grande société d'études qui a développé en parallèle de ses activités professionnelles toute une série d'activités autour d'une association faite pour des enfants assez jeunes et qui s'appelle Eutopique et qui a été créée en 2018. Son objectif principal est d'appliquer les méthodes de l'anthropologie dans le milieu des enfants, à partir de laquelle il est possible de transformer le modèle éducatif, qui fonctionne assez bien à l'école maternelle, où on est très encourageant auprès des enfants. Par contre, dès l'école primaire, le système ne fonctionne plus. À partir du moment où on est rentré là-dedans, il n'y a plus que de la connaissance descendante. Il ne faut surtout pas copier et collaborer avec ses collègues et la compétition est centrale. Et donc elle a instauré avec cette association qui est aussi internationale des méthodes de travail avec les enfants, associés aussi avec leurs parents ou avec les enseignants. C'est une méthode très inductive qui part de l'observation, qui part d'interviews, et à partir de laquelle, étape par étape, en utilisant aussi le design, les enfants sont amenés à trouver des solutions autour du développement durable. La consommation est assez centrale, puisque la consommation est au cœur de tous les problèmes de pauvreté, de développement, de genre, de classe sociale. Et donc, quelque part, la société ou l'association eutopique est à la fois une méthode parfaitement adaptée aux enfants pour développer leur créativité, mais qui peut aussi être transférée, comme on le verra au cours de la discussion, aux adultes, aux handicapés, aux personnes âgées et dans l'entreprise. Je suis Laurence Berthéa-Granet, donc je suis aujourd'hui j'ai deux casquettes. Ma première casquette dans le monde marchand, on va dire dans le monde qui me fait manger, c'est de travailler dans un lab d'innovation et de transformation que j'ai monté au sein d'Aris Interactive, qui est un institut d'études, et c'est un lab que j'ai fondé en 2018. Après m'être formée aux techniques qu'on appelle des techniques de co-design et qui faisait suite à une formation que j'ai faite préalablement à la Sorbonne en socio-anthropologie. Voilà, donc j'ai ajouté une casquette à ma formation qui était vraiment sur l'intelligence collective et le faire ensemble. Et sur ma deuxième casquette, qui est un peu plus, on va dire, d'engagement sociétal, j'ai monté en fait, j'ai cofondé une association qui s'appelle Eutopique. Eutopique, c'est pas l'utopie et c'est pas la dystopie, hein, c'est l'utopie. Donc l'utopie, c'est vraiment le bon endroit possible. Voilà, et donc ce bon endroit possible, c'est celui dans lequel on va travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions éducatives. Donc, c'est la manière dont on transforme en fait l'éducation, le modèle éducatif, si on fait le parallèle avec celui du modèle notamment du travail, donc changer un peu ce modèle descendant et autoritaire vers un modèle qui est plus effectivement collaboratif et horizontal. Eutopique, c'est une association qu'on a cofondée donc avec Aliénor Marteau, qui fait aussi partie du réseau Anthropique et qui est socio-anthropologue et qui donne notamment des cours d'anthropologie à Nanterre, et qu'on a cofondé donc en 2018 avec une conviction. On a un peu tâtonné, mais on avait quand même une conviction qui, moi, c'est vraiment, on va dire, éclaircie avec le travail que j'ai fait dans le lab. C'est de se dire que c'est assez compliqué finalement de faire travailler les adultes en mode collaboratif dans une société où on a tous appris on va dire, à partitionner. On parlait tout à l'heure justement de chacun son système, mais en tout cas à travailler vraiment en mode silo. C'est très compliqué finalement de demander à des adultes d'être agiles, créatifs et collaboratifs, alors que à peu près depuis le CP, ils ont perdu les clés de tout ça. Et donc on s'est dit assez légitimement, il faut commencer tôt et on peut commencer plus tôt et même plus tôt que ce qu'on peut imaginer et travailler à la racine, donc sur la partie vraiment éducation. Et ça, c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième pilier vraiment qui a fondé notre volonté en fait d'aboutir à Eutopique, c'était
la dimension, on va dire, publique, service public. Tu parlais tout à l'heure, Dominique, en introduction des écoles privées. On s'est dit pourquoi est-ce que finalement les systèmes éducatifs qui marchent et qui sont dits aujourd'hui alternatifs et qui sont en fait sur des pédagogies qui sont vieilles comme qui sont vieilles, hein, ça n'a rien, on appelle ça les transitions éducatives, mais ça n'a rien de nouveau, ni pour Freinet, ni pour Steiner, ni pour Montessori, mais c'était de se dire comment est-ce qu'on peut démocratiser finalement ces moyens d'approche et comment est-ce qu'on peut faire bénéficier des enfants dans l'école publique et notamment dans des territoires un peu éloignés de l'école publique de ces approches-là. Donc ça, c'était notre deuxième chose, et donc surtout sur les manières de faire, sur les territoires. Et la troisième chose qui était essentielle pour nous, c'était les sujets. Donc de se dire, c'est pas juste apprendre aux enfants à apprendre différemment, c'est apprendre aux enfants à apprendre différemment sur des sujets qui sont des sujets en jeu, et qui sont des sujets en jeu parce que c'est des sujets pour lesquels nous, adultes, on est un peu arrivé, enfin voilà, on est un peu à bout de traitement, ou en tout cas, on est un peu limité, on va dire, dans la manière dont on peut imaginer des solutions à ces problématiques. Et donc, de manière très concrète, on a décidé de travailler sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont donc 17 objectifs de développement durable qui font partie des objectifs mondiaux 2030. Donc, que doivent poursuivre normalement chacun des pays et qui, pour nous, on va dire, d'un point de vue socio-anthropologiques sont intéressants parce qu'ils couvrent à peu près tous les domaines et ils font appel à peu près à tous les domaines. Je suis présentée aux UX Days. Et donc, ce qui explique les UX Days, donc pour le dire en deux mots, en fait, c'est le grand événement national et même international, mais là, il était national, qui réunit sur une journée tous les UX designers, donc toutes les personnes en fait qui font du prototypage, on va dire, et de la solution en fait de sites web ou d'applications, et donc qui travaillent à comprendre les utilisateurs et à designer pour eux des solutions les meilleures possibles pour la navigation. Donc j'avais un public, pour vous donner un peu une idée, quand j'ai présenté ça, j'avais un public devant moi de personnes qui étaient plutôt trentenaires, enfin entre 30 et 40 ans, plutôt on va dire 70% de garçons. Donc ça, c'était un peu pour le public que j'avais face à moi, donc pas forcément des parents et pas forcément des gens qui étaient dans des thématiques sociétales, mais plutôt dans la technique. Et le deuxième point qui est important, c'est que j'ai fait cette présentation juste après Jean-Marc Jancovici, ce qui était quand même pas très très simple puisque son intervention consistait effectivement à dire le discours qu'il a aujourd'hui sur les limitations de tout ce qu'on vit et sur en fait les perspectives un peu sombres dans lesquelles on s'inscrit. Et donc j'étais censée être la conférence doudou qui arrivait après ça pour dire les gars, certes ça sent le roussi, mais on va pas baisser les bras et donc on va quand même essayer de relever les manches avec les enfants. Donc voilà, donc j'avais quand même un double challenge, on va dire, à la fois en termes de population à laquelle je m'adressais et à la fois en termes d'enchaînement par rapport aux gens à qui je parlais. Et tout ça étant dit, l'idée c'était quand même de conclure en se disant que je pouvais apporter un message à ce public-là pour leur dire, certes vous êtes des UX, certes vous n'êtes peut-être pas des parents, mais vous avez tous un rôle à jouer. Et donc je l'ai abordé d'un point de vue plus, on va dire, méthodologique qu'idéologique, sachant que les UX, alors c'est pas exactement le même métier que nous, mais ça y ressemble quand même pas mal, dans le sens où la manière dont ils travaillent, c'est de faire une recherche sur l'utilisateur et de comprendre les besoins de l'utilisateur, un peu comme quand on fait nos enquêtes ethnographiques, et donc observer, en gros explorer, observer d'où vient ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Ensuite, travailler en équipe, et donc ils ont quand même toute cette dimension en tout cas multidisciplinaire, travailler en équipe pour trouver des solutions avec des designers, avec parfois des anthropologues ou des ethnologues justement sur ces questions-là. Et ensuite, la partie design de solutions, qui est celle sur laquelle nous, aujourd'hui, on commence à intervenir de plus en plus, mais qui n'était pas forcément notre cœur de métier. Et puis, implémentation et action. Donc voilà, donc il fallait que je leur montre en quoi, finalement, eux, dans leur métier, ils avaient quand même les ressources pour faire ça. Et donc, toute ma démonstration était posée sur ce qu'on fait avec Utopic, sachant que quand on a fondé Utopic avec Aliénor, on a beaucoup tâtonné pendant longtemps, toujours avec notre idée de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter au public. Et finalement, assez logiquement, notre positionnement a été de se dire,
en fait, pour que les enfants se saisissent de ces sujets qui peuvent être des sujets de genre, qui peuvent être des sujets de climat, qui peuvent être des sujets très, très variés, d'alimentation, de consommation. Travaillons sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire vraiment aidons-les à prendre ces sujets à la manière des ethnokids, puisque c'est comme ça que s'appelle aussi le support avec lequel on travaille. Donc, ils rentrent comme des petits ethnologues en fait dans une enquête et ils vont mener l'enquête sur un sujet qu'on va déterminer ensemble. Et une fois qu'ils vont mener l'enquête, il y a tout un processus que je vais vous montrer assez rapidement, mais en tout cas, arriver eux-mêmes à leur propre conclusion et démonter ou en tout cas challenger leurs conclusions pour travailler à des solutions. Et là, on arrive à la pédagogie inversée, puisque l'idée, ce n'est pas que ce sont les adultes qui leur disent ce qu'il faut ou ne pas faire, mais c'est plutôt les enfants qui racontent ce qu'ils ont découvert et les solutions qu'ils ont imaginées. Et ils racontent donc ça à des experts et à des adultes. Donc, on a retourné complètement la situation. Voilà, donc je pense slide. La grande question que je posais, qui était quand même une question en préambule, mais qui est une question assez logique, puisque je faisais cette introduction sur la créativité et le savoir. Effectivement, je revenais avec 2 images sur le fait qu'effectivement, quand on est en maternelle, la vie ressemble plutôt à ça. On est dans la créativité, on est dans la motricité, on travaille ensemble, on bouge, on a confiance en soi. Quand on se casse la gueule en marchant, on nous dit réessaye, tu vas y arriver. Et on est vraiment dans cet encouragement sans cesse de se dépasser et d'y aller. Et puis, quand on arrive en CP, et ce, tout au long de la vie, généralement, ça se passe plutôt comme ça, avec chacun à sa place, pas copier sur les uns, pas copier sur les autres, un savoir qui est descendant, individuel, et ce qu'on nous prône, c'est la compétition. Plus tu vas être fort, plus tu vas être le seul, plus tu vas réussir. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'avec un modèle comme celui-là, donc un modèle de compétition, est-ce qu'on peut imaginer résoudre les défis de demain, alors que notre modèle est celui d'hier, pour ne pas dire avant-hier. Voilà, donc ça, c'était la grande question que je posais. Ensuite, je disais effectivement quels sont les sujets qu'on adresse et petit clin d'œil au magistère de sciences sociales et de l'anthropologie. C'est vrai qu'il y a un des objectifs de développement durable qui, pour nous, est vraiment clé et qui traverse tous les autres, c'est l'objectif de développement durable numéro 12, qui est sur consommation et production responsable. Et pourquoi celui-là nous intéresse tout particulièrement? Parce qu'on sait qu'il traverse vraiment tous les autres. Il traverse à la fois les questions de genre, à la fois les questions de pauvreté, à la fois les questions climatiques, à la fois les questions de ressources et à la fois les questions, donc ça c'est le 17e en fait objectif qui a été rajouté et auquel on est très sensible, qui est en fait l'objectif de développement durable numéro 17, qui dit pour relever tous ces défis et pour y arriver, c'est coopération entre les pays. Donc, on ne réussira pas de toute façon à faire ça tout seul. Et si on n'a pas de partenariat entre les pays pour réussir ça, on ne sera pas dans une vision macro, en tout cas, et on ne pourra pas résoudre ces problématiques-là. Voilà. Et donc, ça, si on le transforme à l'échelle, effectivement, de l'intelligence collective, c'est hyper intéressant et c'est ce qui fait aussi qu'on travaille beaucoup à l'international avec les enfants. Et ça nous permet aussi de montrer aux enfants l'impact qu'ils peuvent avoir eux. Et donc, si on travaille sur les échelles, le fait que l'impact n'est pas seulement moi dans mon foyer, parce qu'on travaille beaucoup avec le foyer, les parents, moi dans ma classe, moi dans mon école, moi dans mon territoire, mais c'est aussi moi entre les territoires et moi dans mon pays versus les autres pays. Si on prend un sujet que j'aime bien prendre sur un exemple d'un sujet qu'on a traité il y a 2 ans, qui travaillait sur les énergies, on s'est retrouvé donc dans cette journée internationale. Donc ça, c'est une des grosses activités qu'on a. C'est un événement mondial qu'on fait qui s'appelle le Désignaton. Donc dans cette journée-là, on travaille avec 1200 enfants dans le monde à résoudre un ou plusieurs thématiques de développement durable, et on a donc tous les enfants qui vont réfléchir. Alors il y a des créneaux horaires, mais qui vont réfléchir en gros tous ensemble la même journée sur le sujet avec la même méthode, qui est donc une méthode à la fois de recherche et à la fois de co-design. Et ils réfléchissent sur un sujet qui est le même. Et typiquement, l'année où on a travaillé, donc c'était en plein Covid en 2020,
Quand on a travaillé sur la question des énergies, notre souci à nous, Français, et aux enfants qu'on avait en France, c'était comment économiser l'énergie. Là où nos partenaires avec qui on travaillait, c'était à l'époque, alors c'était pas le Congo, c'était, je ne sais plus, un autre, ça me reviendra, un autre pays d'Afrique avec qui on travaillait, leur question était comment produire de l'énergie. Donc, en fait, ils réalisent bien que sur la même planète, avec des mêmes enfants du même âge, les problématiques ne sont pas les mêmes et comment est-ce qu'on, finalement, on parle de développer l'empathie, enfin voilà, comment est-ce qu'on va développer aussi une vision de l'autre et faire ce fameux détour anthropologique qui nous est cher, mais qui se fait là vraiment, on va dire, sur un saut dans les autres pays. En fait, là, l'idée, c'est qu'on a des enfants qui vont être ensemble en train de le matin, donc ils ont une inspiration, donc ils vont comprendre effectivement les problématiques. Et alors, ce qui ne marche pas très bien pour nous, mais c'est ce qu'on a apporté à la méthode, c'est que l'inspiration arrive justement des adultes, et c'est ce qu'on trouve complètement dommage. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre l'entrepôt avant, la recherche avant, et que ce soit les enfants qui apportent l'inspiration. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait changer au niveau international. Et là, ça montre bien justement la dimension collaboration, c'est-à-dire qu'avant, ça se passait à un événement le jour J et les enfants rentraient directement dans la thématique avec un matériel préparé par les adultes. Aujourd'hui, les enfants arrivent en ayant fait 4 ou 5 ateliers d'EthnoKids et eux-mêmes arrivent avec leur carnet et ils ont déjà en fait fait des recherches, ils ont déjà posé des interviews, ils ont déjà fait des grilles d'observation et donc ils ont déjà des idées à hauteur d'enfant, on va dire, du sujet, et ils ont déjà confronté ces idées-là. Donc, on a emmené tout l'amont, en fait, qui est vraiment hyper important aussi pour ce jour J, parce que chez Dominique, tu avais participé à la première session. La première session était un peu frustrante de ce point de vue-là, puisque finalement, on arrivait sur des choses qui étaient un peu calquées. Voilà. Ensuite, ils vont choisir les problématiques, et par groupe de 4 ou 5 enfants, ils vont travailler ensemble à d'abord imaginer leur solution, donc en papier, et ensuite ils vont prototyper vraiment leur solution, ils vont la construire. Et là, on va dire dans les compétences qu'on travaille, on travaille aussi des compétences, on va dire ce qu'on appelle les compétences de makers aujourd'hui, qui sont vraiment des compétences de passer par la construction pour se rendre compte justement dans la construction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, et donc repenser en tout cas ces concepts. Voilà, et donc ça c'est la fin que vous avez, et donc ils présentent effectivement devant des experts. Donc là on développe aussi tout ce qui est communication et tout ce qui est écoute interpersonnelle. Ils vont développer en tout cas des compétences aussi de raconter des histoires et de communiquer sur des histoires, sur voilà ce qu'on a développé, pourquoi on l'a développé, voilà le problème qu'on voulait résoudre et comment est-ce qu'on y est arrivé. Donc en gros, dans la manière dont on travaille nous aujourd'hui, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle ces compétences du 21e siècle. Et les compétences du 21e siècle, alors il y en a beaucoup, on travaille sur les 5 principales, mais on travaille sur le sens critique pour lequel vraiment l'enquête ethnographique pour nous est la clé d'entrée. Donc c'est vraiment, ils sont avec leur carnet EthnoKit, ils vont comprendre, ils vont observer, ils vont faire des hypothèses. On va travailler avec eux avec des méthodes diverses et variées, mais en tout cas, ils vont vraiment se poser la question et créer de la conversation, ça c'est très important aussi, avec leur environnement direct et indirect. Donc, ils vont interviewer les parents, ils vont interviewer les frères et sœurs, ils vont interviewer le quartier, et en fait, ils vont vraiment à chaque fois avancer dans leur cheminement. Donc, il y a du travail à chaque fois intercession qu'on fait. Et puis, ils vont vraiment se dire, voilà ce que j'ai découvert, et par groupe d'enfants, ils vont discuter de leurs hypothèses et voir en quel sens leurs hypothèses sont vraies ou pas dans leur réalité. Et une fois qu'on a fait ce travail, il y a un gros travail qui est fait de la part d'Aliénor, qui travaille sur le détour anthropologique, et donc qui va à un moment les décentrer complètement, en leur disant oui, cette réalité est votre réalité, la réalité que vous avez vue, mais voilà, si par exemple on travaille sur le genre, est-ce que vous savez comment ça se passe, par exemple, dans telle tribu, à tel endroit? Est-ce que le genre masculin et féminin ne peut pas être interrogé d'une autre manière? Et donc là, on va complètement les descendre. Donc, on va faire le voyage. On leur dit toujours qu'on part en voyage, souvent dans l'espace, parfois aussi dans le temps. Et donc, on va re-questionner et décentrer pour justement se dire qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ça, ils vont synthétiser et problématiser ce qui, pour eux, semble être un problème dans leur quotidien. Ensuite, ils vont co-créer et prototyper des solutions. Et là, ce qui est important pour nous, dans prototyper des solutions, c'est qu'il n'y a pas un prototypage. En fait, on co-construit avec les enfants vraiment toute la démarche. C'est-à-dire que même le carnet EthnoKids, il n'est jamais fixé. On leur donne à la fin
Donc, on va rajouter des pages. Nos carnets évoluent avec les enfants, même si on a toujours un rituel. On parlait tout à l'heure du jingle, mais nous, on commence toujours par c'est quoi un bon ethnologue, de quoi il a besoin comme outil. Donc, on construit la mallette de l'ethnologue avec les yeux, les oreilles, la bouche et puis le cœur pour l'empathie. Et donc, ça, c'est vraiment un mécanisme qu'ils ancrent vraiment dans l'écoute. Mais ensuite, on va construire avec eux vraiment le carnet. Et à la fin, le carnet qu'ils ont, c'est le carnet qu'ils ont co-construit tout au long du processus. Et ensuite, ce que je disais, c'est que dans les prototypages, et j'ai bientôt fini, dans la forme des prototypages qu'ils ont, il n'y a pas un prototypage. Donc là, on s'adapte complètement à la population avec qui on est. On a des enfants qui sont très à l'aise avec l'écrit, par exemple, et qui vont pouvoir quasiment écrire des romans ou des pièces de théâtre. On avait fait donc un petit clin d'œil en anthropologie de l'objet. On avait travaillé une année sur les totems de l'immigration. Donc, ils avaient tous raconté l'histoire de leur propre histoire, en fait, leur propre trajectoire migratoire à travers de la collecte d'objets qu'ils avaient assemblés vraiment pour en faire des totems, un peu comme des œuvres d'art. Et donc, ils étaient venus chacun présenter leur totem migratoire en disant voilà d'où je pars, voilà où je suis arrivé, voilà qui je suis. Et donc là, c'est aussi un moment où ils se découvrent les uns les autres avec tout un travail qu'on a fait avant sur la migration, pourquoi on migre, c'est quoi les raisons qui nous font arriver là. Voilà, et donc on a plein de prototypes très très différents. Et en fait, là où c'est intéressant pour nous et pour Utopic, c'est de monter à chaque fois des partenariats sur des prototypes. Donc on monte aussi des partenariats dans les territoires, parce que ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, on est en train de travailler typiquement avec Afrifel et Interfel. On veut monter des partenariats avec, alors c'est soit avec des chefs, soit avec, là on a monté un partenariat avec la serre de Saint-Ouen quand on a travaillé sur les légumineuses. Donc, on a fait des partenariats sur la botanique. Et en fait, à chaque fois, il n'y a pas une solution, mais il y en a plein. Et donc, là, on va travailler avec des cabinets de curiosité. Donc, pour observer le vivant, ils vont monter à la fin un cabinet de curiosité ambulant qu'ils vont eux-mêmes créer. Donc, voilà, en fait, il n'y a pas une idée. Et donc, tout ça s'enrichit, en fait, de toutes nos rencontres et de toutes nos possibilités, en fait. Et donc, il n'y en a pas une, il y en a plein. Et ma toute dernière slide, donc ça j'en parlais, mais c'est vraiment l'importance vraiment de s'ancrer. En fait, le but vraiment, c'est que l'enfant sorte de ces ateliers en se disant j'ai un pouvoir de faire des choses. Alors nous, le stade ultime, c'est vraiment ce qu'on appelle après l'empowerment et l'activiste des jeunes, donc se dire je peux faire bouger les choses, et même si c'est dans mon quartier, même si c'est dans ma jeunesse, même si je m'appelle pas Greta Thunberg, j'ai une capacité, une agentivité sur mon écosystème. Et une fois qu'on a fait ça, on a réussi. Et après, s'ils ont confiance en eux sur cette question-là, et même si c'est des petits, on va dire des petits pas, en tout cas, on essaye d'ancrer une mécanique qui fait qu'ils sont là-dedans. Et on le fait dans la classe. Et ça, c'est important parce qu'on touche aussi les enseignants. Voilà, donc c'est vraiment, on ne veut pas le faire en dehors, on ne veut pas avoir juste les enfants, on veut aussi que les enseignants soient touchés. Et les restitutions se font aussi avec les parents, puisque finalement, les parents se retrouvent dans des conversations sur des sujets sur lesquels ils sont rarement ou pas automatiquement avec leurs enfants. Les sujets du genre, typiquement, voilà, c'est des sujets avec des enfants de 8 à 12 ans, parce que je n'ai pas dit l'âge avec lequel on travaillait, mais de 8 à 12 ans, qui ne sont pas toujours des sujets évidents à aborder, ou en tout cas à déconstruire. Ce que j'aime beaucoup dans la démarche, c'est justement cette remise en place de dire non, on ne va pas arriver avec des kits et puis ils vont imaginer, mais c'est cette phase d'exploration qui est déjà tellement riche, de prendre ce temps, de se poser, d'ouvrir le regard. Et moi, j'adore l'idée de construire effectivement l'ethnologue, c'est quoi un bon ethnologue. Et puis, il y a les yeux, il y a les oreilles, puis il y a le cœur aussi, parce que derrière, il y a l'envie d'action. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et de le faire avec des enfants, effectivement, je trouve que c'est des graines qui sont posées, qui demandent qu'à grandir derrière. Hein. Et c'est une démarche, moi, que je fais en entreprise, mais avec, là, je trouve qu'il y a quelque chose aussi, la partie design aussi est super importante, parce que sur la partie confiance en soi aussi, se dire on peut créer, et puis l'intelligence collective, c'est fondateur hein, pour eux. Mais Laurence, est-ce que l'on pourrait l'appliquer, comme Dominique disait, l'application par exemple dans des catégories de chômeurs, dans des catégories de gens qui perdent justement leur confiance interne, leur estime, et par rapport aux personnes âgées aussi, parce qu'on en parlera peut-être, mais c'est vrai que ça manque un peu, cette estime,
et puis aux adultes de manière générale, parce que justement pour développer les compétences, les potentiels qui sont invisibilisés. Oui, je pense que par rapport à ta question, alors c'est vrai que typiquement dans les experts qu'on fait intervenir, on a toujours 4 experts, donc on a toujours un expert de la recherche, et ça c'est une vraie question pour moi parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sur les 3 dernières sessions, c'était toujours des experts d'Anthropique et c'est vraiment important pour nous. Donc Dominique est venu la première année aussi parce qu'il est membre d'honneur de notre association et on est hyper heureux. Enfin voilà, l'anthropologie et l'ethnologie est vraiment portée là. On a Gaëtan qui est intervenu l'année de l'énergie et on a Daphné qui est intervenue sur les genres et sur débiaiser les genres. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir un axe recherche, mais un axe recherche très concret. Que ce soit sur Gaëtan, que ce soit sur Dominique ou que ce soit avec Daphné, il y avait vraiment le fait de se dire, OK, la recherche, c'est aussi quelque chose de concret et d'appliqué. On a toujours quelqu'un qui vient de l'entreprise. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, dans les derniers ateliers qu'on a fait sur le genre, on avait GRDF qui était là avec nous. Et en fait, ils étaient très intéressés, parce que c'est une entreprise GRDF qui a des questions de genre assez importantes. C'est des gars qui font vraiment du câble. Ils avaient une vraie question de se dire comment est-ce qu'on peut appliquer ça aussi à des adultes. Et on sent qu'effectivement, dans l'entreprise, il y a ça. Et il y a un autre point, Daniel, et je suis contente qu'on en parle parce que c'est aussi un projet qu'on a déposé là chez Erasmus et j'espère qu'on va réussir à le gagner. Alors, on travaille toujours sur le côté, on va dire, green et écologie. On a déposé un projet qui s'appelle Green Generation. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on crée de l'intelligence collective entre les générations, parce qu'il y a aussi toute une question de comment est-ce qu'on rabiboche ces générations, notamment sur la question de l'écologie, où c'est quand même un peu la guerre, et où comment est-ce qu'on va profiter des bonnes pratiques des générations plus anciennes versus les plus jeunes, recréer du dialogue et redonner justement de l'importance aux plus vieux parce qu'ils ont des savoir-faire dans des choses qui peuvent être aussi intéressantes. Donc je pense qu'en fait, quand on parle d'experts versus enfants, ça marche à tous les stades en fait. On est toujours l'expert. Enfin voilà, on est plus âgé, donc on est un expert parce qu'on est un grand-parent. On est plus quelqu'un. Enfin, les enfants sont toujours très impressionnés d'avoir des adultes qui les écoutent et qui leur disent c'est génial ce que tu as inventé. Enfin, ça c'est un truc, mais enfin voilà. Et les parents portent un regard sur leurs enfants qui est tellement différent de se dire monsieur l'anthropologue a trouvé que ce que mon fils de 8 ans qui habite dans un bahut ignoré du fin fond du 93 est intelligent. Enfin, voilà. Donc il y a en fait tout ce cercle un peu vertueux qui est là, mais effectivement, je pense que dans les populations, il y a pas mal de questions à se poser et en même temps, moi j'y vois quand même, mais ça c'est aussi un truc à réfléchir, un vrai moyen, encore une fois, de rabibocher un peu les gens. Alors ça peut être les générations, ça peut être les parents et les enfants dans des entreprises qui sont aujourd'hui parfois des entreprises malmenées. Voilà, on peut imaginer que dans des entreprises qui sont les grosses entreprises qui aujourd'hui, notamment sur les questions, on va dire, de l'environnement, sont un peu sur la sellette. Quand on a son père ou sa mère qui bosse dans ce genre d'entreprise et que nous, on est en train de designer des solutions pour être un peu plus vert, comment est-ce qu'on fait la paix ou comment est-ce qu'on crée du dialogue aussi autour de ça en fait.